Merci beaucoup, Madame Zeynep, de me donner la parole. Je suis vraiment ravie que vous soyez dans la modération de cette session avec mes amis Hassan et mon ami Dr Arakim. Donc, je vais enchaîner par cœur et radiothérapie. Et là, je peux vous dire que je pourrais parler pendant 1h30, mais je vais essayer de résumer un petit peu tout ça et de vous parler des choses les plus importantes à savoir. D'abord, les patients chez qui on va avoir un risque d'atteinte cardiaque suite à la radiothérapie, il faut qu'ils soient irradiés sur le thorax. Et donc, il s'agit essentiellement des jeunes patients qui sont irradiés pour une maladie d'Hodgkin. En général, c'est des patients jeunes, enfants ou adolescents, qui sont irradiés pour des maladies d'Hodgkin avec des irradiations parfois corps total, corps entier. On a le cancer du sein, de façon plus fréquente, les cancers du sein gauche par rapport au cancer du sein droit, puisque le cœur se situe sur la portion gauche du thorax. Et puis, on commence à avoir un certain nombre de patients avec cancer du poumon ou d'autres cancers du fait de l'amélioration de la survie de ces cancers. Et ces patients-là, on va être amené à en avoir de plus en plus et en voir de plus en plus parce qu'on voit que la survie des cancers, elle s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies. Elle s'est nettement améliorée et on va les voir aussi, ces patients, à des âges plutôt moyens ou avancés, puisque l'espérance de vie a nettement progressé. Donc, on va les voir autour de l'âge de 60 ans, 70 ans. Et donc, pour établir l'épidémiologie de la cardiotoxicité radio-induite, on se base essentiellement sur des données d'études rétrospectives qui ont été faites sur des enfants adolescents traités pour maladie d'Hodgkin et sur des cohortes de femmes traitées pour cancer du sein, sachant qu'il y a des facteurs confondants qui sont l'âge à laquelle les patients ont été irradiés, donc avec l'élément de croissance pour les enfants, mais aussi le vieillissement chez les femmes qui sont irradiées pour cancer du sein. Donc, c'est des facteurs qui sont confondants dans le risque, et on va le voir. La méthode de la radiothérapie, puisque la radiothérapie a nettement évolué, et les méthodes de radiothérapie, comme on va en parler, ont nettement progressé au cours des années, et les cofacteurs de risque qui sont parfois absents dans les études, donc que ce soit les facteurs de risque cardiovasculaires classiques, mais aussi les co-traitements, comme l'association aux anthracyclines qui potentialisent cette toxicité. Je vais dire un petit mot de physiopathologie, puisque les radiations ionisantes vont agir au niveau des cellules cancéreuses pour induire une cassure de l'ADN avec un blocage de la division cellulaire et induire la mort cellulaire. Et cette mort cellulaire va libérer des antigènes tumoraux. Ces antigènes vont induire à eux-mêmes une réponse immunitaire qui va être dirigée contre la cellule tumorale. Pour leur effet sur les cellules normales, la radiothérapie va agir exactement de la même manière et on peut avoir également une mort cellulaire, une apoptose sur des cellules normales. À côté de ça, il y a des cellules qui vont être réparées et survivre. Et ces cellules qui vont survivre au prix d'une réponse inflammatoire chronique, d'altération microvasculaire, de survenue de fibrose et d'athérosclérose accélérée. Et on en décline toutes les complications possibles cardiaques des traitements par radiothérapie, soit par atteinte macrovasculaire et donc induire une coronaropathie, comme on va en parler tout à l'heure, ou d'atteinte microvasculaire en induisant une cardiomyopathie avec des altérations de la fonction systolique, mais surtout diastolique, mais aussi microvasculaire au niveau du péricarde et induire des maladies péricardiques chroniques à type d'épanchement péricardique, voire de péricardite constrictive, ou bien atteindre les structures valvulaires et induire des valvulopathies évoluées. Il y a aussi d'autres atteintes, telles que les atteintes du tissu conductif, dont on ne va pas parler dans ce topo, et également les atteintes, la dysautonomie. Les facteurs de risque de survenue de cette atteinte cardiologique du cœur radio-induite sont les facteurs de risque qui sont liés au terrain, l'irradiation à un âge jeune, et on comprend très bien que plus on a été exposé jeune à une radiothérapie, plus on risque de développer des effets secondaires au moyen long terme. Une prédisposition génétique a été également évoquée. L'interaction des facteurs de risque cardiovasculaire classiques que l'on connaît
ou l'existence de maladies cardiovasculaires préexistantes, les facteurs liés à la radiothérapie elle-même sur lesquels on va essayer d'agir aussi pour la prévention, donc le temps depuis l'exposition, l'irradiation, le site d'irradiation, la dose reçue au cœur, donc si cette dose est supérieure à 30 degrés, le volume du cœur qui a été irradié et la dose fractionnée, c'est-à-dire la dose reçue par séance, supérieure à 2 degrés par séance. Et puis, on a d'autres facteurs, c'est l'association d'autres substances cardiotoxiques et surtout les anthracyclines, ce qui a abouti à cette stratification du risque qui a été éditée par les dernières recommandations en 2022, qui vont classer selon la dose moyenne reçue au cœur et l'exposition ou non à un traitement anthracycline. On va classer les patients en 4 catégories, sachant que ceci reste grosso modo schématique, puisqu'on on comprend très bien qu'un patient qui a reçu une forte dose sur une zone très localisée, par exemple sur une artère coronaire, peut très bien présenter une cardiotoxicité et être à haut risque de cardiotoxicité, alors que si on rapporte cette dose au volume du cœur, elle pourrait paraître insignifiante. Donc, il faudra toujours s'enquérir de certaines particularités et spécificités des patients auprès des radiothérapeutes. La coronaropathie post-radique est plutôt fréquente, donc son incidence est entre 2 à 10% pour le cancer du sein et à peu près 10% pour les lymphomes d'Hodgkin. Elle va survenir soit précocement 5 ans après ou parfois très tardivement après 20 ans. Une des caractéristiques de cette coronaropathie post-radique, c'est qu'elle est souvent asymptomatique parce que ces patients qui sont irradiés au niveau du thorax, eh bien, ils ont une destruction des terminaisons nerveuses et souvent ils ne vont pas rapporter la symptomatologie à type d'angor et parfois on va les découvrir au stade d'insuffisance cardiaque où ils vont venir pour d'autres symptômes. Le pronostic de cette coronaropathie est plutôt réservé, avec un risque de décès multiplié par 2, et il y a un surrisque de syndrome coronarien aigu chez ces patients, et il y a une étude qui a rapporté une augmentation du risque de coronaropathie de 7% par gré reçu au cœur. Alors, donc, au niveau anatomique, on décrit classiquement cette atteinte comme étant une atteinte plutôt ostiale, donc au niveau de l'ostium de la coronaire droite, au niveau du tronc commun à la bifurcation, mais cette localisation, en fait, dépend du site d'irradiation. On comprend très bien qu'un cancer du poumon droit qui va être irradié selon cette direction va toucher plutôt la coronaire droite, alors qu'un cancer du sein gauche et qui va être irradié de ce côté, on aura plus de risque d'atteinte de l'IVA, et généralement de l'IVA moyenne ou de la bifurcation avec l'artère diagonale. Donc le site dépend aussi du site d'irradiation. Elles sont généralement longues, concentriques et tubulaires, avec une atteinte des 3 tuniques, l'adventice, l'intima et la média, et aussi avec une atteinte du potentiel vasodilatateur de la cellule endothéliale, donc avec un surrisque thrombotique. Alors, pour prédire la survenue de cette coronaropathie, et comme je l'ai dit, elle est asymptomatique, il faut essayer de la dépister précocement, et on a utilisé certains marqueurs comme le score calcique coronaire qui est en train d'émerger. Et ce score calcique coronaire, il a été étudié par exemple chez les enfants qui n'ont pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont survivants de lymphome. Il a été montré qu'il avait une bonne valeur prédictive négative dans cette population. Cela n'est pas démontré, par exemple, sur d'autres populations qui ont une association de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et le score calcique coronaire également est un facteur, il a été démontré chez les femmes qui ont un cancer du sein, qu'il était corrélé à la survenue d'événements cardiovasculaires. Donc plus le score est élevé, plus le risque d'événements cardiovasculaires est élevé. Donc c'est un élément intéressant qu'on peut recueillir sur un scanner thoracique, en général chez ces patients qui ont des surveillances périodiques. Autre élément, c'est le test d'ischémie. Donc, on va voir qu'il est recommandé chez ces patients de réaliser de façon assez régulière, chez les patients qui sont à haut risque de coronaropathie, des tests d'ischémie myocardique. On préférera l'écho de stress à la scintigraphie myocardique parce qu'avec la scintigraphie, on a plus de faux positifs et parfois, on aura affaire au coroscanner. Alors, quant à la revascularisation, il n'y a pas de différence en termes d'indication
par rapport à la population normale. Et alors, il y a des études qui ont évalué le risque de l'angioplastie coronaire par rapport à des sujets qui n'ont pas d'antécédents de radiothérapie, et il ne semble pas que l'angioplastie coronaire comporte un sur-risque de mortalité. Donc, on a retrouvé des résultats similaires dans les deux groupes. Donc, l'angioplastie coronaire ne comporte pas plus de risques chez ces populations. Par contre, le pontage aortocoronaire expose à certaines difficultés, qui est celui de, par exemple, l'aorte porcelaine, parfois le thorax hostile, la perméabilité des artères mammaires et aussi parfois la nécessité de réopérer, et ces réopérations, ces réinterventions sont soumises à un risque élevé chez ces patients qui ont des antécédents, qui ont parfois des adhérences médiastinales. La deuxième pathologie, c'est la valvulopathie post-radique. Donc, elle est prévalente dans 2 à 40% selon les séries, aussi selon la façon dont on définit la valvulopathie. Et essentiellement, dans les stades précoces, on aura des régurgitations aortiques ou mitrales, et à des stades avancés, on aura essentiellement des sténoses valvulaires aortiques ou mitrales. Alors, un élément qui est important à connaître, c'est que quand on a été irradié très tôt, c'est-à-dire à un âge très jeune pour des lymphomes, on va plutôt faire des atteintes valvulaires avec une évolution vers la fibrose avec peu de calcification. En revanche, si on a été irradié plus tardivement, à un âge adulte, on aura des atteintes avec plutôt des calcifications. Voici les caractéristiques de la valvulopathie post-radique. Donc, on a un épaississement valvulaire, des calcifications, des régurgitations au début, puis après, on évolue vers la sténose. Le problème, c'est qu'on a souvent des atteintes annulaires, des atteintes du trigone mitro-aortique, comme on le voit ici, des atteintes de l'aorte ascendante avec des aortes porcelaines très calcifiées et l'association à une atteinte coronaire de péricardite constrictive ou une atteinte de la fonction systolo-diastolique. Ici, je vous rapporte l'échographie d'une jeune patiente de 33 ans qui a été irradiée pour un lymphome, pour une maladie d'Hodgkin en 2005. Et on voit cette atteinte valvulaire, cette valve mitrale cette valve mitrale qui a cet aspect figé. Malheureusement, les boucles ne veulent plus passer. Je voulais vous montrer cette séquence. Je n'arrive pas à le... Hop, hop. Un problème avec le curseur. Elle a des valves qui sont épaissies, elles sont très peu calcifiées comme on le voit, mais on a surtout des valves qui sont figées avec un aspect en baguette de tambour qu'on peut voir dans certaines valvulopathies d'origine médicamenteuse, et elle avait une fuite mitrale modérée. Ici, j'ai une patiente qui est plus âgée, irradiée pour un cancer du sein gauche et qui évolue vers une double valvulopathie mitro-aortique. On voit ce degré de calcification de la grande valve mitrale avec des valves en général qui sont très peu accessibles à des procédures de dilatation percutanée. Quand on a le diagnostic d'une valvulopathie, il faut absolument faire un bilan préthérapeutique complet. Donc, un examen échocardiographique transœsophagien si on a un doute sur une valvulopathie associée pour bien évaluer ces patients, parce que, comme je l'ai dit, la réintervention est très risquée. Rechercher une péricardite constrictive au scanner ou à l'IRM, rechercher des troubles conductifs à l'ECG, et le scanner thoracique est très important. On visualisera bien l'aorte, on recherchera la fibrose pulmonaire, on recherchera de la fibrose médiastinale et on recherchera également la perméabilité des artères mammaires si on décide de ponter. Alors, le traitement, il est très à risque d'opérer ces patients, donc il faut réfléchir à 1000 fois, et quand il faut y aller, il faut aller une fois pour toutes. On a une surmortalité à 30 jours qui est multipliée par 30 et on a un nombre de complications qui est beaucoup plus élevé que les autres patients qui n'ont pas été irradiés, avec des problèmes de calcification de l'aorte, de fibrose de l'anneau, de calcification du trigone mitro-aortique, des thorax hostiles, des dysfonctions ventriculaires et des problèmes de fibrose pulmonaire. Le traitement par TAVI semble être une bonne alternative. Il est certes plus sujet à des complications que les patients qui n'ont pas d'antécédents de radiothérapie. Donc, on a plus de risques de développer des AVC ou d'avoir un pacemaker quand on a été irradié, mais la mortalité reste moindre par rapport à la chirurgie.
Alors, les réserves, c'est le petit anneau, les calcifications importantes de l'anneau avec le risque de fuite paravalvulaire et les thrombines mobiles de l'aorte avec un surrisque d'AVC. Troisième entité, c'est la péricardite post-radique. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. Son incidence est en baisse. Elle survient dans les 2 ans, parfois jusqu'à 20 ans. Le plus souvent, donc, on aura à long terme une constriction péricardique et donc on a souvent associé une cardiomyopathie restrictive post-radique. Elle est de pronostic effroyable. Je vais passer sur les critères que vous connaissez tous. Juste insister sur l'importance de l'imagerie multimodale et du scanner pour localiser les calcifications et savoir aussi l'adhérence du péricarde qui va constituer une difficulté opératoire très importante chez ces patients. Et la péricardectomie est à très haut risque de mortalité, une mortalité très précoce qui est élevée et donc autour de 35% en périopératoire et une survie à 7 ans qui est uniquement de 30%. L'insuffisance cardiaque, donc il faut savoir que chaque fois qu'on irradie le cœur, on augmente le risque d'insuffisance cardiaque et ceci a été démontré soit en termes chez les patients jeunes, soit chez les patientes plus âgées, avec surtout de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ici, on a l'ensemble des pathologies liées à l'irradiation qu'on peut retrouver et l'ensemble, l'arsenal thérapeutique qu'on peut avoir pour traiter ces patients. Pour ce qui est du suivi, en pré-radiothérapie, il est recommandé d'évaluer les risques cardiovasculaires, les facteurs de risque et de les corriger. On demandera une échocardiographie si le patient a déjà eu un antécédent de maladie cardiovasculaire auparavant. Il faut screener les patients, donc ça c'est important, je vais passer du temps dessus. Donc si on a un patient qui a été irradié et qu'il est donc symptomatique, il faut l'explorer avec une imagerie multimodale. S'il est asymptomatique, ça dépendra de son risque. S'il est à faible risque, il n'a pas de facteur de risque, on fera une échocardiographie après 10 ans, puis tous les 5 ans. S'il a des facteurs de risque, c'est-à-dire s'il est à haut risque post-radiothérapie, il faudra faire une échocardiographie tous les 5 ans et un test d'ischémie aussi tous les 5 ans. Donc, prévention, c'est la prévention des facteurs de risque cardiovasculaires. La prévention aussi au niveau de la radiothérapie avec la progression des techniques. Maintenant, on peut cibler par des imageries le site de la tumeur et réduire le volume de cœur qui est irradié. On peut réduire la dose de radiothérapie qui est octroyée aux patients grâce à ces techniques de ciblage. On peut aussi, par des méthodes de positionnement, réduire le risque d'irradiation du cœur, tel qu'ici sur le pronocubitus, au lieu de la méthode en décubitus. Ici, en inspirant et en faisant une inspiration profonde, on éloigne le cœur de la paroi thoracique. Tout ça peut nous aider à réduire l'irradiation du cœur. Et je vais conclure pour dire que cette atteinte cardiaque suite à la radiothérapie a une incidence croissante, que son traitement est difficile, greffé d'une lourde mortalité, qu'il faut prévenir, et prévenir vaut mieux que guérir, soit d'une part par la progression au niveau des modalités de la radiothérapie et par la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Et il ne faut pas oublier de surveiller les patients sur le très long terme parce que ces atteintes liées à la radiothérapie surviennent après 20 ans, 30 ans après l'irradiation. Je vous remercie.